Professeur Florence Fénolard, vous êtes présidente du comité de lutte contre les infections nosocomiales de l'AP-HM, en charge des mesures d'hygiène pour prévenir la contagion à l'IHU Méditerranée Infection. Comment s'est organisée la gestion du risque infectieux pendant l'épidémie de coronavirus à l'AP-HM et à l'IHU ? Eh bien, au début de l'épidémie, nous étions devant plusieurs inconnus concernant la gestion du risque infectieux, avec quelle était la contagiosité de ce virus, quels étaient ses modes de transmission, quelle était sa résistance dans l'environnement. Donc, ce que nous avons essayé de faire au départ, c'est d'extrapoler ou de faire des parallèles par rapport aux autres virus respiratoires pathogènes chez l'homme. Donc, dans un premier temps, on a fait l'état des lieux pour voir quels seraient les prérequis nécessaires pour pouvoir éviter de nous contaminer avec ce virus. Mais très rapidement, on a été confronté à la réalité, c'est-à-dire que nous étions devant une pandémie et que la folle course aux équipements de protection individuelle avait débuté à travers toute la planète. La planète entière avait besoin d'équipements de protection, avait besoin de blouses, de combinaisons, de surblouses, de pyjamas de bloc, de gants, de visières, de lunettes et bien sûr de masques. La majeure partie de la production de ces équipements se situe en Chine. Or, c'est en Chine et en Asie que la pandémie a débuté. Donc, ils s'étaient rués les premiers sur ces éléments de protection. À savoir, nous, le 20 janvier, sans préjuger de ce qui allait se passer, nous avions à l'AP-HM lancé des commandes supplémentaires d'équipements de protection, notamment des masques, et en pratique, fin mars, début avril, ils n'étaient toujours pas arrivés. Quand l'épidémie a commencé en France et à Marseille, et finalement, les stocks d'équipements de protection que nous avions étaient insuffisants par rapport aux recommandations usuelles des sociétés d'hygiène qui requièrent une quantité astronomique d'équipements de protection à usage unique, insuffisant aussi par rapport à l'afflux massif de patients que l'on a eu, et bien sûr donc la nécessité d'avoir beaucoup de soignants pour pouvoir en prendre en charge ces patients. Donc la problématique était de pouvoir équiper correctement nos soignants pour qu'ils puissent prendre en charge dans de bonnes conditions tous ces patients. Donc nous avons essayé de nous fixer un cap cohérent vis-à-vis de ces équipements en faisant tout d'abord finalement un point sur les risques de contagiosité et notamment de voir en fonction des différents risques, notamment d'exposition, quelle était la stratégie la plus adaptée, puisque dans la gestion de la contagion, finalement, c'est vraiment d'arriver à faire un point là-dessus pour ne pas équiper trop peu les soignants, puisqu'il y a risque de contamination, mais pas trop non plus, parce que si on a trop d'équipements, c'est complexe, il y a du gaspillage, et quand c'est complexe, en plus, il risque d'y avoir des erreurs. Donc on a fait cet état des lieux en sachant que l'IHU, au moment de cette épidémie, nous avions des administratifs, nous avions des personnels qui travaillaient au laboratoire routine, laboratoire de diagnostic moléculaire donc, du virus, laboratoire NSB3 où les souches ont été isolées, aussi des personnels dans le laboratoire de recherche du Covid. Et nous avions aussi, bien sûr, tous ces personnels soignants en contact direct avec les patients, donc les praticiens, les infirmiers, les aides-soignants, etc. Donc il a fallu qu'on rationalise l'utilisation de ces équipements de protection de manière qualitative, donc savoir qui allait porter quoi, mais aussi de manière quantitative, c'est-à-dire la quantité d'équipements nécessaires pour une vacation. Car en effet, on a été confronté à de très grandes difficultés d'approvisionnement de ces équipements. Il a fallu se battre pour arriver à les obtenir. Ce combat, on l'a mené donc avec la direction de l'AP-HM et notamment la direction des achats, les équipes du CLIN AP-HM. Il a fallu chercher des fournisseurs,
valider les équipements qu'ils proposaient et aussi passer des commandes très rapides parce que si nous n'étions pas réactifs, eh bien, les derniers équipements en vente allaient nous passer devant. Il faut savoir qu'à un moment, c'était surtout au début de l'épidémie, nous avions une visibilité à 2 jours de nos stocks. Et c'est vrai que nous sommes beaucoup questionnés sur le fait de savoir si les commandes n'arrivent pas, comment allons-nous faire pour pouvoir équiper nos soignants. Donc, on a réfléchi, on s'est proposé différents plans de repli, notamment nous avons testé la possibilité de recycler par lavage donc les tenues à usage unique. Alors c'est quelque chose qui a été validé techniquement mais qu'on n'a pas eu besoin finalement de déployer. Par contre, ce que l'on a déployé à un moment donné, donc ça a été dans la zone dépistage, consultation, hôpital de jour, ça a été les combinaisons pour tout le personnel parce qu'il y avait énormément de patients, beaucoup de soignants et dans une densité très importante, donc avec un risque de contamination important. Et donc, ces combinaisons, pour pouvoir les traiter, nous avons eu aussi les marins-pompiers qui nous ont installé une tente où on pouvait retraiter ces combinaisons. Alors, par moments, notre situation a été critique, c'est vrai, mais notamment grâce aux dons et aux dons de masques, eh bien, cela nous a donné une bouffée d'oxygène et, in fine, nous avons toujours pu équiper nos soignants en respectant les stratégies que nous avions établies au cours de cette épidémie. Alors, un autre point dans la gestion du risque infectieux, ça va être l'hygiène des mains. L'hygiène des mains est quelque chose de capital. Alors, à l'IHU, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. De manière systématique, on a écrit sur les portes des chambres des patients, donc côté soignant, ma vie est entre vos mains, lavez-les. On sous-estime énormément le rôle des mains dans la transmission, notamment des virus respiratoires. Cette hygiène est capitale et ce qu'il faut savoir aussi, puisque je vois beaucoup de gens porter des gants, le port de gants ne remplace pas l'hygiène des mains. Il faut impérativement faire cette hygiène des mains et pour cela, nous avions besoin d'énormément de solutions hydroalcooliques. Donc là aussi, nous avons été en carence. Alors, la production française et les dons dont on a pu bénéficier ont été aussi, pour nous, extrêmement importants. Donc, en plus de ces problématiques d'équipement, d'hygiène des mains, il y a aussi les circuits qui sont très importants dans la gestion de la contagion. Donc, il y a les circuits patients, les circuits déchets, linge, brancardage, etc. Bon, je ne vais pas beaucoup m'étaler sur ces circuits, mais il y en a un dont j'aimerais parler, c'est le circuit patient pour la radiologie. Donc c'est important parce que ça a été un circuit qui a été mis en place très tôt au moment de l'épidémie. Il a été mis en place extrêmement rapidement, en moins de 24 heures. Et ce circuit, il était important. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il nous permettait de réaliser des scanners thoraciques low dose précocement chez nos patients. Or, déjà à ce moment-là, on pouvait voir dans la littérature que ce scanner low dose thoracique, et notamment la présence d'images pulmonaires, était prédictif de l'évolution du patient. Et donc, pour pouvoir faire ce circuit, puisque les patients devaient sortir de l'IHU, eh bien, on a établi un circuit avec les brancardiers de l'IHU, avec les équipes du CLIN de la PHM, et bien sûr avec les équipes de radiologie du professeur Jacquier. Donc, ce circuit, globalement, a été extrêmement important. Autre point qu'on a mis en place, c'est le dépistage. Alors, dès le début de l'épidémie, nous avons proposé un dépistage pour les soignants. On l'a systématisé quand l'épidémie s'est durcie et on est allé jusqu'à proposer un dépistage tous les 2 jours. Alors, c'est quoi l'importance de ce dépistage ? Bien sûr, c'est de diagnostiquer
précocement quelqu'un qui est potentiellement contaminé, donc de l'isoler rapidement et de pouvoir ajouter un traitement qui permettra de diminuer la charge virale, et donc le patient soignant, dans ce cas-là, sera moins contagieux. Et donc avec ce système-là, cette approche-là, cela nous a permis de casser la chaîne de transmission et, in fine, la faible prévalence de l'infection à SARS-CoV-2 parmi notre personnel. Donc on est à une prévalence aux alentours de 4% chez une population qui a été très exposée, montre que nous avons maîtrisé ce risque infectieux. Est-ce qu'il y a des personnes que vous souhaiteriez remercier ? Bien sûr, tout ce travail, tout ce dispositif n'a pas pu être mis en place seul. Donc je souhaiterais remercier la direction de la PHM et ses équipes qui nous ont épaulés. Je souhaiterais remercier Yvette Rabal, cadre de santé du CLIN, et Elodie Magior, secrétaire du CLIN. Je souhaiterais aussi remercier Véronique Filosa et Marion Bécher, cadre de santé à l'IHU, qui m'ont assisté lors de cette tempête. Je souhaite aussi remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous ont fait des dons d'équipements de protection, de solutions hydroalcooliques. Alors il y a eu l'Université d'Aix-Marseille. Alors je ne pourrais pas citer tout le monde, il y a eu aussi de grandes sociétés que tout le monde connaît, LVMH, CMA-CGM, l'Occitane, L'Oréal, et nous avons aussi eu des dons d'anonymes, et ça je tenais à le souligner, parce que cet élan de solidarité a été très important, et il montre que toute une communauté s'est mobilisée pour faire face à cette épidémie. Je souhaiterais aussi remercier les marins-pompiers et tous les soignants qui se sont investis sans faille dans la lutte contre le SARS-CoV-2. Est-ce qu'il y a des leçons que vous souhaiteriez tirer de cette pandémie ? Oui, il y en a plusieurs. Alors, une des premières leçons pour moi, c'est l'importance de la réactivité. Il faut agir, réagir très rapidement, sinon on se trouve dépassé par les événements. Mais il faut le faire vite, mais en prenant quand même un peu le temps de réfléchir, et c'est là toute la difficulté de cette réactivité. Les autres points importants, ce sont l'adaptabilité et le pragmatisme. En effet, il a fallu rapidement s'apercevoir qu'on ne pourrait pas suivre les recommandations théoriques en termes d'hygiène hospitalière vu la situation, et donc il a fallu très rapidement, et ça a été une bascule brutale vers la réalité du terrain, et très rapidement proposer des stratégies cohérentes en fonction de la situation. Un autre point qui a été mis en évidence par cette pandémie, c'est la limite de tous ces équipements à usage unique que l'on utilise. Alors c'est très bien point de vue hygiène, on utilise, on jette, mais on voit qu'on a été en carence, et ça a été partout, de tenues de base pour les soignants. Et enfin, le dernier point de cette pandémie, ça a souligné l'importance de l'autonomie, donc l'importance de pouvoir distribuer et surtout donc de pouvoir avoir des équipements de protection, soit en stock suffisant dans nos établissements, soit d'avoir une production locale suffisante pour pouvoir les distribuer. Merci beaucoup. Merci à vous.